Notre invitée ce matin, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Marine Le Pen, réforme des retraites, l'âge pivot fixé à 64 ans 2027, retiré du projet de loi. Demandez-vous l'arrêt de la grève? Mais j'ai pas demandé l'arrêt de la grève. Et ce que je demande, c'est de continuer la contestation contre cette réforme des retraites. Parce que l'âge pivot est quelque chose qui a été rajouté en plus, en réalité dans l'objectif de le retirer. Mais tout le reste, tout ce qui est scandaleux dans cette réforme des retraites persiste. Bon, on s'étonne d'ailleurs, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, de la volonté de ce gouvernement de mettre la France à feu et à sang. Parce que ça fait quand même plus d'1 an que la France est à feu et à sang. Avec une réforme des retraites dont on s'aperçoit, et ça a été dit sur BFM Business d'ailleurs, que elle va coûter 5 à 10 fois plus en réalité que le déficit que l'on cherche à combler. Ce déficit, il est conjoncturel, nous le savons. C'est un moment difficile parce que c'est l'arrivée à la retraite des derniers baby-boomers. Mais après, ce déficit va se résorber de lui-même et il y aura des excédents. Alors pourquoi mettre la France à feu et à sang en modifiant totalement un système auquel les Français sont si attachés, alors même qu'on n'en tirera pas de bénéfices véritablement financiers? On va entrer d'ailleurs sur vos propositions concernant les retraites, mais que les choses soient précises, vous ne demandez pas l'arrêt de la grève. Si j'ai bien compris, vous demandez la poursuite de la mobilisation. Donc la poursuite des manifestations. Donc la poursuite de... Le retrait, j'imagine, de cette réforme des retraites. Oui, vous demandez je suis toujours pour le retrait de cette réforme des retraites. Vous demandez toujours ce retrait. Et j'ai dit au gouvernement... Est-ce que vous demandez la poursuite de la grève ou est-ce qu'il faut cesser les grèves ou pas? Mais écoutez, ça fait quand même des semaines qu'on ne parle que des grèves au détriment du fond de cette réforme. Non, mais je vous pose une question. Bon. D'accord, sur le fond, on va y moi revenir, je demande si un référendum. Voilà, vous voyez, ça c'est le meilleur moyen de faire arrêter la grève. Alors, vous demandez la cessation de la grève ou non? Je demande un référendum. Non, mais vous ne me répondez pas. Je demande que les Français puissent s'exprimer sur une réforme. Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? En quoi c'est gênant de demander l'arrêt de la grève? Parce que ça n'est pas moi qui l'ai mis en œuvre, monsieur, la grève. Mais vous la soutenez. Ce sont les syndicats. Vous soutenez la mobilisation, les manifestations, les grèves. La contestation oui, à la réforme. La contestation, c'est la grève. Les syndicats, vous n'êtes pas macroniste. Vous souhaitez pas l'effondrement. Moi, je mens. Mais monsieur Bourdin, c'est pas mon problème. Moi, je vous pose une question. Vous ne souhaitez pas l'effondrement des corps intermédiaires. Mais non. Les syndicats sont dans leur rôle. Nous, partis politiques, nous sommes dans le nôtre. Le nôtre, c'est d'expliquer aux Français en quoi cette réforme des retraites va avoir pour conséquence la baisse massive de leurs pensions, le vol des réserves, des complémentaires, qui est leur argent, pour lesquels ils ont cotisé pendant des années, 130 milliards qui vont être purement et simplement volés par le gouvernement français. C'est de leur expliquer qu'ils ne sauront pas précisément à combien se montera leur pension de retraite, parce que le point sera variable et qu'il pourra bouger dans le temps. Leur dire que l'âge pivot n'a en réalité pas été retiré, puisqu'il y a un âge glissant qui fait qu'au fur et à mesure de l'augmentation de l'espérance de vie, ils travailleront dans l'esprit du gouvernement de plus en plus longtemps. C'est ça notre rôle, c'est de mener le combat à l'Assemblée nationale, même si nous allons le mener, monsieur Bourdin, dans une opacité totale. Est-ce que vous trouvez normal, dans une démocratie, que les députés soient amenés à voter un texte dont ils connaissent les dépenses mais pas les recettes, puisque on nous explique que les syndicats vont se réunir et rendront leur copie après que le texte ait été étudié à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous trouvez normal, monsieur Bourdin, vous journaliste, pendant que les députés examinent le texte? Non, après, on a discuté. Non, pendant. Puisque ça va commencer la semaine prochaine. La dernière fois que je suis venu. La conférence va commencer la semaine prochaine et que le débat parlementaire commencera le 3 février. Bon. La dernière fois que je suis venu, nous avons eu une discussion ensemble. Vous m'avez dit, mais est-ce que vous connaissez en réalité ce qu'il y a dans cette réforme? Vous vous souvenez, je vous avais répondu oui. Je sais ce qu'il y a parce que j'ai lu les rapports de monsieur Delevoye. Mais objectivement, dans une grande démocratie comme la France, est-ce que vous trouvez normal que le texte soit tenu secret? C'est-à-dire que le texte existe, il est au Conseil d'État, et ni moi, chef de l'opposition, ni vous, journaliste, n'en avez connaissance? Vous trouvez que c'est normal dans un débat démocratique? Non, ça n'est pas normal, évidemment.
Bien, Marine Le Pen, donc je ne vais pas vous poser incessamment la même question sur la poursuite de la grève, de la contestation. Vous êtes pour la poursuite de la contestation, je résume votre pensée. Vous allez me dire si je me trompe. Vous êtes pour la poursuite de la contestation, pour la poursuite de la mobilisation, et donc pour la poursuite de la grève. Mais Monsieur Bourdin, permettez-moi, je sais bien qu'en France on adore détester la CGT et on a toutes les raisons. Il ne s'agit pas de détester. Et Monsieur Martinez, on a toutes les raisons de le faire. La CGT. On a toutes les raisons de le faire parce que Monsieur Martinez se rend bien souvent imbuvable. C'est une évidence. Mais pourquoi? Il demande le retrait comme vous. Mais ne limitez pas. Mais en quoi il est plus imbuvable que vous? Non, parce qu'il est absolument sectaire, qu'il est odieux, qu'il refuse le processus démocratique. Mais réfléchissons une fois. Est-ce que vous croyez, monsieur, sincèrement, que la CGT soit seule en cause dans la contestation qui existe en France? Je ne parle pas de la CGT. Monsieur Bourdin, cela fait 13 mois. C'est une posture politique. Cela fait 13 mois que la France est à feu et à sang. Il y a un an, c'était les Gilets jaunes. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement les cheminots de la CGT, sur lesquels on focalise toute l'attention et tous les débats. Il y a 1200 chefs de service médecins qui annoncent aujourd'hui leur démission, soutenus par 5000 personnes personnel de santé. Il y a les pompiers, sont entre 600 et 700, mais les policiers, les militaires, les petits rats de l'opéra, les kinésithérapeutes, les avocats. Tous les barreaux de France sont en grève. Donc, c'est pas seulement le problème de la CGT, c'est le problème que cette réforme des retraites, elle est rejetée par une majorité de Français et que le gouvernement se refuse à mettre en œuvre un référendum parce qu'il sait que les Français sanctionneront cette réforme. Alors, on est confronté au cynisme, à l'amateurisme, à l'opacité totale, au point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça pose véritablement un problème de fonctionnement démocratique dans notre pays. Bien, si vous êtes élu présidente de la République, vous supprimez cette retraite réforme. À point. Si elle est votée, cette réforme, vous la supprimez. Oui. D'ailleurs, vous supprimez finalement toutes les réformes engagées par Emmanuel Macron, quoi, si j'ai bien compris. Parce qu'à chaque fois que vous venez me voir, vous me dites oui, si je suis élu, je supprimerai. Alors, Monsieur Bourdin, je vous dis ça comme ça. Oui, non, moi, je vais vous faire un aveu terrible. Hein. Je suis dans l'opposition. Oui, non, mais merci. C'est-à-dire que ma politique s'oppose à celle d'Emmanuel Macron. Oui, mais d'accord. Mais si vous voulez, vous me reprochez. Est-ce nécessaire de supprimer systématiquement, de revenir systématiquement sur toutes les lois qui sont prises par Mais c'est pas une question de toutes les lois. Ça n'est pas, encore une fois, moi je suis pragmatique. Je vois que cette réforme, elle est idéologique, qu'elle est contraire à l'intérêt des Français. Moi, ma seule boussole, Monsieur Bourdin, c'est l'intérêt de la France et l'intérêt des Français. Je vais vous donner un exemple. Quand Monsieur Macron convoque un certain nombre de pays du Sahel pour leur dire, vous pouvez pas jouer un double jeu et nourrir la contestation anti-française, alors que, en s'adressant particulièrement au président du Mali, vous nous avez fait venir, vous nous avez appelé à l'aide pour vous protéger du fondamentalisme islamiste. Je trouve qu'il a raison de le faire. Mais quand j'entends Emmanuel Macron nous dire, je le cite parce que je suis tombé de ma chaise, tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus. J'ai cru qu'il les invitait à sa fête d'anniversaire, moi. Alors que nous sommes seuls à lutter pour défendre toute l'Europe, tous les pays d'Europe, de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste, alors qu'on nous a vendu l'Union européenne comme étant la panacée, on s'aperçoit que la France, dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, est seule et que alors, aucun pays... Vous approuvez l'envoi de 220 soldats français supplémentaires mais ce que je souhaiterais... Est-ce que vous approuvez Oui, j'approuve ce qui est nécessaire pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Donc vous approuvez l'envoi de ces soldats supplémentaires. Oui, mais je n'admets pas que l'invitation faite par Emmanuel Macron soit effectuée sur un ton aussi indigent. C'est-à-dire, vous demandez quoi? Vous demandez une intervention internationale, si j'ai bien compris. Vous demandez que l'Europe fasse plus d'efforts. Mais on est bien d'accord. En hommes, en matériel, un soutien financier. Est-ce que l'Europe serait utile, Marine Le Pen? Mais ce sont les pays européens. Ça n'est pas l'Europe. L'Europe, ça veut rien dire. Ce sont les pays européens qui ont évidemment le devoir de venir nous aider, parce que ce sont nos gamins qui meurent là-bas. C'est pas rien quand même. Et ça fait des mois et des mois et des mois que cela dure dans l'indifférence générale. C'est exactement ce que dit Emmanuel Macron. Mais je suis pas macroniste, que les choses soient très claires. Mais je pense qu'objectivement, dans son invitation, il aurait pu être un tout petit peu plus ferme compte tenu des enjeux. Bien. Les Américains qui, eux,
nous abandonnent. Parce qu'ils veulent se désengager du Sahel comme d'autres régions du monde. Mais les Américains, ils sont responsables de la situation actuelle en grande partie. Nous avons notre part de responsabilité. Enfin, en tout cas, les gouvernants français ont leur part de responsabilité parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est la conséquence de la guerre en Libye et de la guerre en Syrie. Or, on a été suiviste dans ces dossiers-là. Ce sont des erreurs stratégiques qui ont été majeures de la part de la France. Mais est-ce que la guerre au Sahel est déjà perdue, Marine Le Pen, franchement? Non. Est-elle déjà perdue? Non, la guerre n'est pas perdue. Mais il faut savoir contre quoi on lutte, Monsieur Bourdin. Parce que c'est bien d'aller lutter contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme islamiste au Sahel, mais il faut lutter aussi en France. Parce que sinon, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est clair. Or, moi, j'entends le président de la République régulièrement et encore dernièrement nous dire on lutte contre le terrorisme. Non mais c'est comme si Winston Churchill en 40 à Londres disait on lutte contre les bombardements. Non, Winston Churchill a dit on lutte contre le nazisme. Eh bien, nous, il faut lutter contre le fondamentalisme islamiste. Le terrorisme n'est qu'une des multiples armes de ce fondamentalisme islamiste. C'est un nazisme, un autre nazisme. Non, mais le fondamentalisme islamiste, il a plusieurs armes. Il y a le terrorisme, c'est une des armes. Mais il y a aussi la subversion de nos administrations, de nos grandes entreprises publiques. Il y a aussi le communautarisme, qui est une des armes du fondamentalisme islamiste. Or, contre cela, rien n'est fait. Madame Belloubet nous a servi, je suis désolé de vous le dire, je crois d'ailleurs que c'était sur votre plateau, une soupe infâme pendant 2 minutes 30, nous disant que on allait travailler avec les associations pour lutter contre le communautarisme. On ne prend pas la mesure du danger. Est-ce que vous voyez les livres qui sortent actuellement sur le djihadisme en France ? Est-ce que vous voyez que il y a 1500 personnes qui sont parties de France pour aller s'engager dans la région syrio-irakienne? Que tous ces gens-là, le gouvernement français, au moment où je vous parle, veut les faire revenir. Non, pas tous. Non. Attendez, que les choses soient claires. J'allais vous interroger justement dessus. Que les choses soient claires. Le gouvernement français veut faire revenir des femmes et des enfants qui sont actuellement dans des camps en Syrie, des camps conduits par les Kurdes. Oui. Et les Français qui sont actuellement détenus en Irak seront jugés en Irak. Oui. Mais ce n'est pas du tout ce qu'a dit Madame Belloubet. Si, c'est exactement ce que la position du gouvernement français. Elle est bonne ou elle est mauvaise, je ne vais pas juger. Mais c'est la position du gouvernement français. Alors je voulais vous poser une question précise, Marine Le Pen, des femmes et des enfants français qui certaines femmes ont suivi leur mari, accompagné leur mari, peut-être ont-elles agi en Syrie ou en Irak, mais dans tous les cas en Syrie. Ces femmes et ces enfants sont dans des camps tenus par les Kurdes en Syrie, dans des conditions épouvantables. Est-ce que ces femmes et ces enfants doivent être rapatriés et jugés pour les femmes en France? Oui non, ou non? Les femmes doivent être jugées là-bas. Mais par qui? Jugées par qui? Jugés par les juridictions de ces Lesquelles? pays. Ce sont des pays. Juridictions de quel pays? Mais ce sont des pays souverains. Les juridictions de quel pays? Ils appartiennent dans les camps qui sont contrôlés par les Kurdes, c'est quel pays? Marine Le Pen. C'est juridictions de quel pays? Parce que j'aimerais comprendre. Non mais enfin pardon, Monsieur Bourdin. Mais non, mais quoi? Non mais pardon, Monsieur Bourdin. Quel pays? Je suis désolé, mais la Syrie est un pays qui est souverain, qui peut parfaitement juger les gens qui ont commis des exactions, et c'est d'ailleurs normal, parce qu'ils en ont été victimes. C'est normal qu'ils soient jugés sur place. En Irak, pour ceux qui ont commis des crimes en Irak. Parce que les juridictions existent. Et en Syrie. Ils sont en territoire kurde, contrôlés par les Kurdes, vous le savez bien, dans des camps contrôlés par les Kurdes. Là où ils ont commis on les livre aux Syriens. Des crimes. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'ils soient jugés, on livre ces femmes et ces enfants aux autorités de Damas. Que d'attention pour ces djihadistes. Que d'attention. C'est pas une attention, c'est une attention pour des enfants, Marine Le Pen, pour des enfants. C'est pas une attention pour des djihadistes. Vous m'avez interrogé sur les femmes. Je et vous ai enfants répondu sur les femmes. Et les enfants? Pour les enfants, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Parce que certains enfants à 10 ans ont déjà été entraînés à égorger des êtres humains. On les ramène, ces enfants? Je ne le crois pas. En revanche, d'autres peuvent venir. Mais il faut supprimer l'autorité parentale de leur père et de leur mère djihadistes. Parce que sinon, évidemment, nous allons ramener des bombes à retardement. Vous savez, aujourd'hui, la montée en puissance du djihadisme dans les prisons françaises, j'avais dit en 2017, la France est devenue l'université du djihadisme. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a un auteur qui écrit un livre qui a rencontré 80 djihadistes en prison.
Et il exprime quel est l'état d'esprit de ces djihadistes. Recommencer. Recommencer. Or, est-ce que notre système judiciaire est conçu et a été modifié pour faire face à ce fléau, à cette menace mortelle, létale pour le peuple français? La réponse est non. On vient d'en libérer un, là, revenant de Daesh. Il a fait 7 ans de prison. Il a été condamné d'ailleurs à 7 ans. Il a été condamné. Il a fait 7 ans de prison. Il va être surveillé à sa sortie de prison pendant 18 mois. Et il a fait 6 mois de plus parce qu'il y a 6 mois, figurez-vous, il a menacé de mort un gardien de prison. Vous voyez comme ce garçon, manifestement, est déradicalisé, comme ils aiment le dire. Eh bien, dans 18 mois, il n'aura plus aucun contrôle, ce monsieur-là. Et dès comme ça, il y en a des milliers dans nos prisons. Vous prenez conscience du danger? Alors moi, je prends conscience de ce danger. Et je dis que le terrorisme n'est pas un crime comme les autres. Et qu'il faut mettre en place des juridictions spécialisées pour le traiter. Des conditions de détention spécialisées pour éviter qu'il recrute en prison. Pour éviter qu'il fasse des nouveaux adeptes en prison. Et donc, pour tout cela, rien n'est fait. Il faut déchoir de leur nationalité ceux qui sont partis combattre en Irak, en Syrie. Il faut plus qu'ils soient français. On n'aura plus d'ailleurs à les traiter de ce fait. Voilà, ils ne seront plus français. Toutes ces mesures-là doivent être prises d'urgence. Même ceux qui n'ont pas double nationalité. Parce que ça on les déchoit de la nationalité française. Ça nous rattrape, Monsieur Bourdin. Oui, c'est l'article 25 du Code de la nationalité. Ça nous rattrape. C'est en train de nous rattraper. Voilà. Et plutôt que de s'attaquer à ce dossier fondamental, eh bien, le gouvernement s'amuse à mettre sur le plan social la France à feu et à sang. Il y a un an, en augmentant l'essence, en supprimant l'ISF, en baissant de 5 € les APL, et aujourd'hui, avec cette réforme des retraites, dont on voit bien qu'elle risque de nous coûter, en plus d'être profondément injuste pour les Français, plus cher encore que le système actuel. Marine Le Pen, fallait-il tuer le général Soleimani, selon vous, qui a été l'un des grands artisans de la victoire contre Daesh? Je voudrais quand même le rappeler, parce que tout le monde l'a oublié. Oui. Mais moi, je voudrais rappeler que l'Iran a renforcé ses positions à cause des erreurs stratégiques et militaires des États-Unis. C'est en fait à cause, toujours pareil, à cause... Monsieur Trump, à cause de l'Irak. Non, mais j'ai pas... Non, mais moi, la seule chose que... Moi, j'admire la France, Monsieur Bourdin, et les Français. Et je suis là pour les défendre. Quand Monsieur Trump prend une position qui est positive, je le dis. Quand il prend une position qui est négative pour les intérêts des Français, je le dis aussi. Je le combats beaucoup sur l'extraterritorialité du droit américain qui nuit à nos très grandes entreprises françaises et européennes. Mais lorsque il prend une bonne décision, je peux le suivre. Ce que je dis là, moi je ne vais pas juger de la proportionnalité ou pas de l'assassinat de M. Soleimani. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran a laissé attaquer l'ambassade américaine. Et je l'ai dit et je le redis. Si je suis présidente de la République française, je ne laisserai pas les ambassades françaises être attaquées. Je réagirai. M. Trump a fait le choix d'une réaction que d'aucuns peuvent considérer comme disproportionnée ou non. Mais vous ne me trouverez pas non plus chez moi la moindre complaisance à l'égard des gardiens de la Révolution. D'accord ? Carlos Ghosn, devant les prud'hommes, réclame le paiement de son indemnité de départ à la retraite. Il manque pas d'air, hein ? Vous trouvez logique il manque pas d'air. Non, je vous pose la question. Oui, non, mais je vous pose la question. Des gens qui ont fonctionné en toute impunité. Il faut bien dire que les gouvernements français successifs leur ont fait aussi des ponts d'or. La question, toujours la même. Qu'est-ce qu'il a fait pour la France et les Français, Monsieur Ghosn, à part dépecer Renault, à part délocaliser des emplois, et en plus le faire dans des conditions manifestement juridiquement contestables. Mais allons au-delà de Monsieur Ghosn, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité des dirigeants français. Renault, Fincantieri, Alstom, toutes ces sociétés-là qui ont été dépecées, démembrées, au détriment de la puissance et de la souveraineté de la France, c'est quoi le point commun de toutes ces entreprises ? Emmanuel Macron. Voilà. Alors allons chercher les responsabilités chez Monsieur Ghosn, très bien, mais allons aussi chercher les responsabilités là où elles sont, c'est-à-dire au niveau politique. Comment expliquez-vous que la France soit le pays d'Europe le plus attractif pour les investisseurs étrangers ?
Parce que c'est un beau pays, parce que c'est un beau et grand peuple. Pourquoi? Comment se fait-il? Moi, voilà. je vous pose la question, Marine Le Pen. Parce que c'est un beau pays, c'est uniquement ça. Vous pensez que les investisseurs étrangers s'installent en France parce que c'est un beau pays? Mais c'est un beau pays, mais c'est un pays avec des infrastructures. Mais c'est un pays avec des infrastructures incroyables. Parce que ça fonctionne bien en France? Parce que je sais pas. Parce que pourquoi? Mais non, la vraie question, c'est pourquoi, avec un pays attractif comme il est, et c'est pas grâce à Emmanuel Macron, il arrive à avoir un taux de chômage comme il est actuellement, c'est-à-dire massif. Pourquoi est-ce qu'il arrive, encore une fois, à avoir des millions de gens qui se disent 2020 va probablement être pire que 2019? Le chômage qui baisse, pourquoi est-ce que le pessimisme des Français n'a jamais été aussi important? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas le bout du chemin, les Français? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Avec un pays aussi attractif, aussi équilibré, avec un climat, permettez-moi de vous dire, aussi merveilleux. C'est-à-dire que les étrangers sont plus lucides que les Français, quoi. Si je vous comprends, mais si je vous écoute. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que souvent on dit nul n'est prophète en son pays, vous le savez. Mais en réalité, les Français, ils souffrent de la politique qui est menée par leurs gouvernants. C'est pas de leur pays dont ils souffrent, c'est pas de leur histoire, évidemment, mais c'est des gouvernants qui se sont succédés à la tête de la France et qui ne cessent d'affaiblir notre pays, qui ne cessent de mettre des difficultés devant la route des Français et de les faire vivre dans un sentiment d'insécurité physique, sociale, même politique, qui est devenu aujourd'hui insoutenable. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Il est 8h54, RMC et BFM TV.